En tout cas, c'est calme. On va même dire que c'est très, très calme concernant le mercato. Le mercato actuellement du Paris Saint-Germain. On sait que le Paris Saint-Germain est actuellement engagé dans le mondial des clubs et que pour l'instant, la tête est ailleurs. On sait qu'il y a un certain nombre de profils qui sont ciblés notamment par le Paris Saint-Germain afin de venir renforcer un peu l'effectif. Parmi les profils dont on a sauté, on a cité également celui de Ilia Zabarni, dont on a parlé exactement par le passé. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, allez voir la vidéo. On sait que le Paris Saint-Germain est très, très fortement intéressé par le profil du joueur ukrainien. D'ailleurs, le Paris Saint-Germain a déjà transmis deux offres qui ont été rejetées par cette équipe de Bournemouth. Bournemouth qui veut absolument la somme de 70 millions d'euros. La proposition du Paris Saint-Germain se tourne autour des 55-60 millions d'euros. Donc, du coup, pour l'instant, il y a encore un delta, une différence en termes de valorisation entre les deux équipes. Est-ce que Zabarni va-t-il arriver, en sachant que Zabarni, c'est un profil qui est ciblé afin de renforcer le secteur défensif. C'est un droitier, donc du coup, il viendrait essentiellement apporter un soutien ou une concurrence du côté de Marquinhos. Là, maintenant, on a également un autre profil qui est ciblé actuellement. On parle de Diogo Leite. Leite ou Leite, je ne sais pas exactement comment le dire exactement pour l'instant, mais en tout cas, on travaillera à ça s'il vient à signer au Paris Saint-Germain. C'est un profil qui est intéressant. C'est un profil de 1m90. Il est âgé de 26 ans, ce qui est un peu au-dessus de la moyenne à laquelle on est habitué actuellement du côté du Paris Saint-Germain. Généralement, on se tourne plutôt sur des profils qui sont un peu plus jeunes que cela. Mais il a eu ses 26 ans au mois de janvier. C'était le 23 janvier exactement. Concernant un peu le recrutement d'un gaucher, parce qu'il est gaucher, ça me semble un peu bizarre. Pourquoi ça me semble un peu bizarre? Parce que on a quand même au Paris Saint-Germain actuellement plusieurs profils qui sont capables de jouer axe gauche. Donc, du coup, défenseur central axe gauche. Et il y a beaucoup de profils. On parle notamment de Pacho qui est axe gauche. On parle également d'un joueur tel que Beraldo qui a, on le sait, beaucoup de limites parfois sur certains matchs. Mais quid de qu'est-ce qui va arriver de Beraldo si un joueur tel que Diogo Leite venait arriver au Paris Saint-Germain? Quid également d'un profil tel que Kipembe, ainsi que aussi on a un autre profil qui est Hernandez, qui est également capable de jouer à ce poste-là. Donc on a 4 défenseurs déjà à ce poste-là. Donc cibler le profil de Diogo Leite, pour moi, ça me semble un peu arriver, renforcer exactement un secteur défensif sur le point de vue de l'axe gauche qui est pour moi déjà assez bouché. Donc, du coup, moi, j'ai un peu pour l'instant du mal à comprendre le ciblage de ce profil-là. Après, est-ce que c'est une opportunité de marché qui pousse le Paris Saint-Germain à regarder par rapport aux attentes, notamment de cette équipe de l'Union Berlin? On sait que l'Union Berlin actuellement demande une somme qui avoisinerait plutôt un montant de... On parle d'un montant de 13 millions au total qui est demandé par l'Union Berlin afin de laisser partir un joueur qui est valorisé sur le marché des transferts de 18 millions d'euros. Il faut savoir que sur la saison 2024-2025, il a joué au total 30 matchs. Il en a débuté 29 sur 30. 2 passes décisives, 1 but en Bundesliga. Il a eu quand même beaucoup de temps de jeu. On parle de 2548 minutes de temps de jeu. C'est un joueur qui a quand même eu une très bonne note aussi, une note de 7,15, notamment sur Footmob. Donc c'est un joueur qui a été assez régulier. Donc du coup, on va essayer de quand même voir qu'est-ce qui a pu intéresser le Paris Saint-Germain à pouvoir regarder, à cibler. Pour l'instant, j'ai du mal à voir exactement le Paris Saint-Germain aller au-delà du ciblage. Pourquoi j'ai du mal à voir exactement le Paris Saint-Germain aller au-delà du ciblage? C'est pour des raisons que j'ai déjà clarifiées ici. Comme j'ai dit, 4 défenseurs déjà qui sont capables de jouer au poste de défenseur central axe gauche. Donc, du coup, c'est assez compliqué de vouloir en rajouter un 5e. Pourquoi faire? Et avoir 2 défenseurs centraux gaucher dans une équipe, ça se fait très rarement. S'il y a un joueur qui vient à partir, tel qu'un Kipembe, tel qu'un Beraldo, tel qu'un Hernandez, oui, là, je comprends qu'on veuille renforcer la défense centrale encore axe gauche pour ramener un élément supplémentaire. Mais s'il n'y a aucun élément qui vient à partir, je ne comprends pas ou je comprends assez difficilement pourquoi est-ce qu'on cible le profil de Diogo Leite. Donc, est-ce que c'est plutôt un nom qui est sorti comme ça dans la presse sans pour autant avoir plus de fondement? Ça, c'est une question que je me pose. Et
moi, quand je regarde un peu le profil est très intéressant. Je vais vous dire la vérité, il est très, très intéressant. D'ailleurs, ce qu'on va faire, on va également regarder sur Footmob, on va regarder un peu l'analyse statistique sur le joueur en soi. On va voir exactement comment est-ce qu'il évolue et quels sont exactement ses points forts ainsi que ses points faibles. Alors, quand on regarde un peu le profil, pour moi, j'ai regardé quand même pas mal de vidéos sur le joueur. Comme je vous ai dit, 26 ans, portugais. Et c'est un élément également important qu'il soit portugais parce qu'on a quand même beaucoup de joueurs portugais dans l'effectif et ça viendrait encore plus renforcer un peu ce maillon, le recrutement des joueurs qui n'ont jamais quasiment déçu au Paris Saint-Germain. On sait qu'à chaque fois que les Portugais sont arrivés au Paris Saint-Germain, ils ont toujours bien fonctionné au Paris Saint-Germain. On peut citer Nuno Mendes, l'un des meilleurs latérales exactement gauche du monde actuellement. On peut citer également le nom de Vitinha. Franchement, ce qu'il fait dans cette équipe-là, c'est extraordinaire. On peut citer notamment le nom de Joao Neves. Ce qu'il fait, c'est absolument extraordinaire également. Ramos est celui qui est un peu plus en dedans, comparé un peu à ses compères, à ses autres compatriotes. Mais là, pour moi, ajouter un nom portugais dans ce collectif-là, je pense que l'intégration va couler de source et l'intégration va être très, très facile pour le joueur. Quand on regarde également un peu le profil, il a quand même beaucoup de points forts. On va pas se mentir, il a beaucoup de points forts. Et pour moi, ça serait quand même un renfort intéressant. Pourquoi est-ce il s'agit également d'un renfort intéressant? Pour moi, il viendrait renforcer un secteur de jeu où ce que le Paris Saint-Germain a besoin de renfort sur le domaine aérien, notamment défensif aérien. On a vu le Paris Saint-Germain qui a été parfois en difficulté sur certains matchs, notamment sur les coups de pied arrêtés, sur le plan de vue défensif. Et lui, les duels aériens, comme vous le voyez ici, il a quand même un taux de réussite de 85% en termes de duels aériens remportés. C'est quand même un de ses points faibles, enfin un de ses points forts. Donc du coup, c'est un joueur qui est également très très fort dans le marquage aérien comme j'ai cité initialement. Il a énormément de détermination. Il a également une capacité à être très brave, notamment dans les duels. C'est un joueur qui sait lire les trajectoires. C'est un joueur qui est très rapide, très rapide. Et ça, c'est également un élément très, très important. C'est un joueur qui a été quasiment, sur le point de vue défensif, qui a été chronométré avec l'une des plus grandes pointes de vitesse en Bundesliga sur le point de vue défensif, en termes de défenseur central. Donc, du coup, tout ça, ça pointe, ça souligne un peu les caractéristiques assez positives qu'il a. Et quand on regarde un peu sur cette année, je vous ai dit, il a joué 2548 minutes avec l'Union Berlin, valorisé 18 millions d'euros. Donc, du coup, si tu l'achètes 13 millions d'euros et qu'il est valorisé à 18, donc tu vois que oui, tu l'achètes plutôt dans la fourchette basse plutôt que dans la fourchette haute de de la valorisation actuelle du joueur. Donc, du coup, quand tu regardes aussi un peu, depuis qu'il est arrivé du côté de l'Union Berlin, il est arrivé en prêt parce qu'il était du côté notamment de Porto par le passé. Après, il est parti à Braga, il est retourné exactement du côté de Porto. Puis ensuite, il est parti du côté de l'Union Berlin. L'Union Berlin, durant la première saison en prêt, saison 2022, enfin, durant 2022-2023, il a joué 40 matchs. Il marque très, très peu. Donc, du coup, ça, c'est également un de ces points que j'estime être un point un peu négatif ou un point à souligner, à garder à l'esprit. Avec l'Union Berlin, après, il a été transféré. Donc, du coup, il appartient dorénavant à l'Union Berlin, comme on a dit par le passé. Depuis juillet 2023 jusqu'à présent, qui fait quasiment, on va dire, 2 ans, il a joué 71 matchs. Donc, du coup, ce qui montre un peu sa régularité. Il est très, très souvent présent sur le terrain. Donc, du coup, ce qui montre qu'il est très, très peu touché par les blessures. Il a joué 71 matchs et il a marqué 2 buts. Donc, du coup, ce qui montre que pour un défenseur central qui a la capacité d'être très, très présent dans le duel aérien, moi, je trouve que ce qui est un peu là où il a également une zone, une marge de progression, c'est un peu soulagé, notamment par la capacité d'être, comme il est décisif sur le point de vue des duels aériens défensifs, il faudrait qu'il le soit un peu décisif sur les duels aériens offensifs, comme sur les coups de pied arrêtés. Et c'est pour moi, c'est ça un peu qui reste un de ses points faibles, mais également parfois, je l'ai trouvé dans le domaine exactement de la passe, surtout de la passe longue. J'ai trouvé quand même qu'il a aussi des choses où est-ce qu'une précision qui n'est pas forcément la meilleure précision possible. Donc, pour moi, en ayant dit tout ça, en ayant regardé tout ça, en ayant analysé tout ça, c'est un joueur aussi qui a été dans le centre de formation du FC Porto, comme également
Vitinha, donc du coup, ils se connaissent assez bien. C'est un joueur aussi qui évolue avec l'équipe nationale du Portugal depuis mars 2023. Il a été appelé en mars 2023 et jusqu'en mai 2024, mais il n'a eu aucune apparition. Il est passé également par toutes les équipes du Portugal jeunes. Il est passé notamment des équipes U17 jusqu'aux équipes U20, jusqu'à atteindre exactement l'équipe nationale. Mais là, pour l'instant, exactement, il n'a jamais été titularisé à l'instant T où on parle. Donc, du coup, pour moi, c'est un profil intéressant. Il est très, très bon également dans le duel. On sait que il est très, très bon dans le duel. Il est très, très bon, comme j'ai dit initialement, dans la lecture de la trajectoire. Et en termes de passes réussies, il était à 80%, ce qui est également intéressant. Ça montre que c'est un joueur qui est également bon à la passe. Et c'est quelque chose quand même qui est assez indispensable dans un collectif comme souhaite mettre en place un Luis Enrique. Donc, du coup, pour moi, il a quand même des points positifs pour venir renforcer le collectif, l'effectif du Paris Saint-Germain. Cependant, je reste quand même un peu dubitatif sur l'ajouter dans un collectif avec autant de gauchers au poste de défenseur central. Moi, si c'était que moi, s'il n'y a pas de départ, je ne l'ajoute pas. Est-ce que le Paris Saint-Germain se sert de cela afin de influencer, essayer de faire baisser le prix de Ilia Zabarni pour montrer un peu aussi du côté de Bournemouth qu'il y a d'autres options qui sont également sur la table? Ça, c'est également une chose. Est-ce que le PSG le fait également pour se prémunir au cas où le dossier Zabarni venait aussi à échouer? Je pense qu'il y a également peut-être aussi de ça. Je pense que lui n'est pas forcément la priorité et que la priorité reste quand même Ilia Zabarni, malgré que le coût de Ilia Zabarni soit très très élevé. Moi, j'ai dit 70 millions d'euros, je ne pense pas qu'il les vaut. Je pense que 70 millions d'euros, c'est un peu surévalué pour Ilia Zabarni. D'autant plus que quand tu vois le meilleur des deux pour moi initialement durant la saison, c'était pas Zabarni, c'était Hutchen. Hutchen, c'était le meilleur défenseur. Hutchen, c'était plutôt le défenseur qui avait la capacité créative de créer du jeu, alors que Zabarni, c'était un peu le défenseur qui couvrait Hutchen lorsque éventuellement Hutchen était dépassé ou était passé notamment par l'attaquant et lui, il était là en couverture. Donc du coup, moi, je pense que quand même, c'est un joueur qui est intéressant, mais juste s'il y a un départ d'un défenseur central, là, le ramener dans l'effectif, pourquoi pas. En tout cas, dites-moi également, la team, qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux à être abonnés à la chaîne Parisien Football. Abonnez-vous, c'est gratuit, la team. Et si vous aimez ce type de vidéo, dites-moi ça en zone commentaire. Également, dites-moi d'où vous regardez la vidéo. Comme ça, moi, ça me fait toujours plaisir de savoir d'où est-ce que vous regardez la vidéo. En tout cas, merci pour toutes les personnes qui prendront en fait une seconde pour mettre le petit pouce bleu. Et merci à toutes les personnes qui vont prendre une seconde pour s'abonner une nouvelle fois sur la chaîne Parisien Football. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao la team.